Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre sur la ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, le phénomène des inondations, le Sénégal s'engage à poursuivre la mise en œuvre optimale du programme décennal de lutte contre les inondations. La Banque mondiale met sur la table 280 millions d'euros pour financer le projet en 2 phases. Le coordonnateur du projet, programme de gestion des eaux pluviales et adoption au changement climatique, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis santé, chikungunya, la fièvre est apparue à Kédougou, 45 cas enregistrés chikungunya et paludisme, les symptômes des similitudes sont notés à Dakar. La population connaît-elle cette maladie? Le mode de transmission, élément de réponse dans ce journal avec Aïssatou Kana. Et enfin d'édition, la rubrique culture, nous serons avec la lauréate du Grand Prix francophile catégorie presse écrite, Adama Aïdara Kanté du quotidien Buzz le jour, le quotidien du groupe Immédiat Invest, une journaliste passionnée des questions culturelles. Culture, la rubrique qui porte la signature de Momodou Dia. Bonsoir à tous et bienvenue. Séance d'orientation et de plaidoyer sur l'article 111 et 196 du Code de la famille. Une séance qui a réuni des parlementaires des commissions loi, santé, éducation des élus locaux, mais également la société civile. Rencontre qui a permis à des organisations de la société civile de demander la révision de l'article 111 du Code 196 du Code de la famille. Le compte-rendu de la rencontre est signé Khadija Ndadjouf. Le réseau des jeunes pour l'abandon des mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants et le projet Voix et leadership féminin demandent la révision de l'article 111 et 196 du Code de la famille, au moyen pour eux de lutter contre le mariage d'enfants et le refus de paternité. Et nous avons relevé 2 articles qui sont des dispositions discriminatoires dans le Code de la famille. Sur l'article 111, nous voulons que l'âge légal du mariage de la fille soit relevé de 16 ans à 18 ans comme chez le garçon. Et le deuxième article, c'est l'article 196, parce que le législateur sénégalais dit que c'est le père présumé qui doit donner, qui doit déclarer son enfant, qui doit donner la paternité. Et nous voulons aussi que la mère puisse donner la paternité aussi, rechercher la paternité de son fils. L'enfant naturel a les mêmes droits que l'autre enfant. Et pourquoi maintenant continuer à faire prospérer cette discrimination? Pour mener à bien leur combat, ces derniers comptent impliquer les parlementaires, les élus locaux et la communauté. C'est des pratiques sociales qui ne sont pas souvent faciles à faire changer. Mais il faudrait encore beaucoup plus l'implication de l'État en rapport avec les communautés. Le monde est en train d'évoluer et les communautés aussi sont en train de pratiquer ces questions-là. Il faudrait que les communautés aussi puissent changer et comprendre qu'en laissant la fille continuer les études, ça peut être bénéfique pour la famille et pour les communautés parce que c'est un investissement à long terme. Pourquoi se précipiter à donner les filles en mariage? Et en même temps aussi, l'enfant naturel né hors mariage a le droit aussi de connaître son père et que la communauté doit l'accompagner aussi dans son plein développement. La MGF et la VLF ne sont pas seuls dans ce combat sur les violences faites aux femmes et aux filles, car ça sera désormais un débat qui aura sa place au sein de la primature. C'est ça que nous sommes des législateurs, c'est certain que nous allons mettre sur la table à la place publique, au niveau de l'Assemblée nationale, à l'hémicycle qui est le lieu par instance de discussion de la société. Nous allons mettre tout en œuvre pour aller vers les accompagner, surtout vers la révision de ces articles-là, notamment l'article 111 et 196 du Code de la famille. Après plusieurs décennies, le réseau des femmes pour l'abandon des mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants et le projet Voix leadership féminin demandent la révision du Code de la famille afin qu'il soit plus conforme aux réalités sociales.
Adja Ndate Diouf, environnement à présent, lutte contre les inondations, ouverture ce matin de l'atelier de partage sur le démarrage de la mission risque d'inondation dans la zone périurbaine Dakar et Thiès, un projet financé par la Banque mondiale et c'est en 2 phases ce projet. La première, le financement, c'est en 2 phases. La première à hauteur de 150 millions d'euros et la deuxième 130 millions d'euros. Momodou Tal est le coordonnateur du projet. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Ndaye Anta Diop. L'objectif de cette année sont multiples. Donc, ça permettra même de quantifier les risques d'inondation dans la zone périurbaine de Dakar et proposer des solutions un peu de prévention pour les risques d'inondation dans ces zones ciblées. Donc c'est dans ce sens-là que l'atelier est organisé avec l'ensemble des acteurs parties prenantes du projet et aussi par exemple, les services déconcentrés et de même aussi par exemple, les communes afin même de prendre en compte l'ensemble des données disponibles avec eux et de proposer des solutions durables pour réduire l'ensemble des inondations dans les zones ciblées. Oui, donc pour le projet, on sait pratiquement que la Banque mondiale a été l'acteur principal de financement avec l'État du Sénégal. Donc pour la première phase, on avait du projet. Donc, depuis 2021, on a un financement de 155 millions de dollars, donc qui a été aussi augmenté par un financement additionnel de 130 millions de dollars. Donc ça montre pratiquement que la Banque mondiale a mis énormément d'argent pour permettre d'accompagner le gouvernement du Sénégal pour permettre de proposer des solutions techniques et proposer même des solutions pour réduire efficacement les inondations. Donc en plus de ça aussi, la banque aussi a mis en contribution à travers un fonds pour l'assistance technique pour permettre même de doter aussi l'État, le gouvernement aussi d'autres solutions pour lutter efficacement dans l'extension du système urbain et promouvoir les inondations dans ces zones. De l'environnement, nous passons à la santé. La maladie dit chikungunya après l'apparition de cas dans le Sénégal oriental, dans la région de Kédougou, plus précisément 45 cas selon les autorités sanitaires. La fièvre et le paludisme, les symptômes sont similaires. Les Dakarois connaissent-ils la maladie, le mode de transmission? Élément de réponse dans ce reportage réalisé à la Médina et c'est signé Aïssatou Kana. Les eaux de ruissellement mélangées aux égouts longent la rue 8, angle 23 à Médina. Les vendeurs et les habitants à côté ne semblent pas réaliser les risques de maladies liés à ces eaux stagnantes. Pourtant, Mamadou Massamba Mbodj mesure l'ampleur des problèmes causés par cela. Les eaux stagnantes peuvent être des sources de prolifération de moustiques et de maladies telles que la diarrhée, des problèmes de peau et le paludisme, affectant aussi bien les enfants que les adultes. Non loin de là, dans une maison voisine, cette mère de famille a l'habitude de laisser de l'eau stagnante dans les eaux et les bassines. Elle a entendu parler de la fièvre chikungunya, une maladie transmise par le moustique tigré. Hier, j'ai entendu parler d'une maladie causée par un moustique, qui est en lien avec la présence d'eau stagnante. Elle prévoit de cesser tout ce qui pourrait encourager la reproduction des moustiques, en particulier les récipients artificiels. À partir d'aujourd'hui, je vais veiller à verser les eaux de lessive après usage. C'est une mesure à prendre surtout lorsqu'on a des enfants. Le maintien de la propreté devrait être une norme pour prévenir certaines maladies. Après la vaisselle, il est important de verser l'eau pour éviter la prolifération de bactéries. Le manque d'eau ne justifie pas de laisser l'eau stagnante. La propreté reste essentielle. En prenant conscience des risques liés aux eaux stagnantes, il est clair que chaque geste compte pour préserver la santé de la communauté, ceci en adoptant de bonnes habitudes. Un reportage signé Aïssatou Kane, améliorer la qualité des services aux usagers du public. L'objectif que s'est fixé le Centre national de formation et d'action qui a abrité une rencontre ce matin, occasion saisie pour aborder également la question de la modernisation du centre, une modernisation qui est en vue selon le ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public, Galoba, que voici. Il est venu l'heure de
de repenser la fonction formation au niveau de ce centre, mais également de faire en sorte que le centre soit mieux positionné pour lui permettre d'être en phase avec les exigences de formation, mais également d'être en phase avec les exigences de transformation du secteur public, parce que l'État accorde beaucoup d'importance à la formation, met beaucoup de ressources financières dans cette formation, et le centre devrait être positionné pour lui permettre de pouvoir mener à bien les objectifs qui lui sont assignés. Et à cet égard, il est envisagé, bien évidemment, sa délocalisation, parce que le centre il est bien fait, il est bien conçu, mais actuellement, du fait de sa position, mais également du fait de son enclavement, le centre n'est plus à même de donner satisfaction aussi bien aux agents publics qu'aux citoyens qui viennent. Donc ce qui est important, c'est que le centre soit délocalisé. En tout cas, c'est une idée que nous avons. Nous allons y travailler avec les autorités compétentes pour que cette idée puisse être mise en œuvre, pour lui permettre d'avoir un pied au niveau du pôle de Diamniadio, au niveau de Diamniadio qui est aujourd'hui devenu une ville moderne qui est à mi-chemin entre les différentes villes du Sénégal. Et de ce point de vue, je pense qu'on devrait pouvoir y aller sans perdre de vue cet aspect extrêmement important qui est de centrer la formation, mais également pour que le centre soit plus attractif. Et puis, immigration irrégulière, le chavirement de la pirogue qui avait quitté Fass Boye continue de susciter des réactions. C'est au tour du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale. Le CONIPAS s'incline devant la mémoire des disparus et appelle ainsi le gouvernement du Sénégal à plus de responsabilités. Mor Mbeng est membre du Conseil. Il est avec Aïssatou Kana. Le CONIPAS s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses sincères condoléances aux familles et souhaite un prompt rétablissement aux rescapés. Le CONIPAS se tient auprès des familles pêcheurs de Fass Boye et marque son inquiétude face à la déclaration de ces derniers qui soutiennent qu'elles n'ont pas été informées d'une quelconque activité de recherche en mer de la pirogue de part et des autorités compétentes du Sénégal, comme la marine, la DPSP, ou d'autres structures chargées d'assister aux naufragés. Ce phénomène de l'immigration clandestine irrégulière n'est pas prêt à s'estomper, car c'est le désespoir grandissant qui fait partie de toutes ces zones-là vers le lendemain incertain à cause de la crise que traverse le secteur de la pêche. Cette crise va crescendo avec la surexploitation aggravée entre les ressources, nouvelles licences de pêche industrielle, ne tenant pas compte des résultats de la recherche qui n'a cessé d'alerter sur la situation catastrophique de nos ressources halieutiques. Le CONIPAS appelle le gouvernement du Sénégal à plus de responsabilités dans la gestion durable des ressources halieutiques, d'arrêter la signature de nouvelles licences de pêche à des navires afin de restaurer l'espoir dans la communauté de pêche artisanale et ainsi mettre fin à l'immigration irrégulière. Mor Mbeng, membre du CONIPAS, et puis pour lutter contre la migration irrégulière à Louga, un cadre de concertation sur la migration et le développement a vu le jour, un cadre qui va permettre aux acteurs de réfléchir de manière inclusive sur les défis, les priorités et des solutions à apporter sur les questions migratoires. Les précisions de Mam Abdou Bodjan, notre correspondant sur place. Harmoniser les interventions des acteurs impliqués dans la riposte contre les migrations irrégulières à Louga, c'est le vœu de l'ensemble des acteurs qui l'ont exprimé au cours d'un atelier de lancement du cadre régional de concertation sur la migration et le développement dans la région du Ndiambour. Nous avons profité de cet atelier de lancement pour porter sur les fonds baptismaux un cadre régional de concertation sur la migration et qui aura pour mission de renforcer les synergies entre les différents acteurs qui interviennent sur la question de la migration, mais aussi d'appuyer les collectivités territoriales dans le cadre de la planification sur les questions de migration, mais aussi
renforcer la collecte d'informations au niveau régional, mais aussi au niveau départemental. La pertinence de ce cadre de concertation réside dans le fait qu'il va permettre une synergie des acteurs et une harmonisation des interventions dans la gestion des questions migratoires. Maintenant, avec ce cadre-là, cela nous permettra donc de renforcer, mais aussi d'harmoniser les interventions. Les différents acteurs qui seront dans ce cadre-là pourront partager des informations sur ce qu'ils sont en train de faire pour éviter qu'il y ait vraiment des doublons par rapport à ce niveau-là. Des termes de référence ont été élaborés dans la région de Louga, ce qui a permis aux acteurs de définir l'organigramme et la structure de cet outil régional d'harmonisation et de suivi de la gouvernance de la migration dans la région. Oui, il y a une situation de référence. Il y a quelques mois, nous avons, en tant que BAOS et l'ARD, travaillé sur cette question-là dans quelques communes. Nous constatons que donc, nous avons une population en majorité d'émigrés qui vont pour la plupart dans les pays européens, mais aussi dans les pays africains. Et la plupart des déterminants à cette migration-là sont liés à la recherche d'emploi, mais aussi au regroupement familial. Maintenant, depuis quelques années aussi, nous avons constaté que la plupart des migrants reviennent dans leur localité pour investir sur la terre, dans le cadre du maraîchage, mais aussi de l'agriculture, mais aussi d'autres dans les services, mais aussi dans le logement. Louga, une région qui comporte encore de localités réputées être des zones de départ de candidats à la migration irrégulière si l'on se fie à la situation de référence présentée aux acteurs. La parole à présent à la coordonnatrice du réseau de développement et de protection des droits des migrants à Louga, Mme Diarra Bousso-Thiam, dénonce l'absence de politique migratoire dans les régions. Je vous propose de l'écouter. Elle est toujours au micro de Mme Abdou Bojan. Parfois, tu vois des jeunes qui ont un bon travail ici, mais qui laissent ce travail pour aller migrer. Donc, est-ce que c'est toujours une cause économique ou un problème économique ou la précarité de la vie? Il faudrait se poser des questions. Peut-être essayer de sensibiliser ces jeunes, de recenser les réalités et les vrais problèmes de la migration. Bien sûr, migrer, c'est un droit, c'est incontestable. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est encadrer cette migration de telle sorte que les jeunes puissent migrer de manière sûre sans perdre leur vie. Et je pense qu'en ce sens, les organisations de la société civile et l'État du Sénégal essaient d'encadrer cette migration, même s'il reste des limites et des problèmes à régler au préalable. Parce que d'abord, il y a l'absence du document de politique migratoire du Sénégal. Donc, le plaidoyer doit être lancé en ce sens. S'il y a absence de document de politique migratoire du Sénégal, donc il n'y a pas un document miroir sur lequel nous devons nous baser pour gouverner la migration au Sénégal. Et c'est ce qui montre ces énormes problèmes de migration irrégulière, ces jeunes qui prennent des pirogues jusqu'à perdre leur vie dans les eaux marines et autres. Donc il faudrait vraiment qu'on en parle, mais aussi qu'on parle de documents de politique migratoire qui est vraiment important pour une gouvernance de la migration. Sortie d'hier du Khalife général des Mourides en prélude au grand Magal de Touba, événement religieux prévu le 4 septembre prochain. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, dans son discours, a rappelé les interdits dans la cité religieuse. Il a également invité les fidèles à la lecture du Coran 3 fois par jour à compter de ce vendredi, jour qui marque le début du Safar. Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Comme je le rappelais aux disciples, le respect des valeurs qui définissent la ville sainte est un aspect fondamental, surtout en cette période où l'on prépare le grand Magal de Touba. Quiconque le fait perpétue les enseignements et les recommandations de Serigne Touba. Et je lance un appel aux jeunes. La jeunesse doit être consciente de cela. Elle doit plutôt y veiller, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Tout ce qui est interdit doit être banni par les fidèles, la jeunesse en première ligne, tout cela dans le respect des principes qui guident la ville sainte. À ce stade du journal de la culture, la rubrique comme tous les jeudis, on vous présente aujourd'hui une journaliste passionnée de la culture, Adama Aïdara Kanté de Bespi le jour, le quotidien du groupe Immedia Invest. Adama est lauréate du Grand Prix francophile catégorie presse écrite à Yaoundé, un prix qu'elle dédie à Feu Ndate Diop. La rubrique culture porte la signature de Mamadou Dieng.
Félicitations à Dama. Elle est venue au Cameroun, elle a remporté un prix. Et ça mérite de Elle est la lauréate de la catégorie presse écrite du Grand Prix francophilie des médias à Yaoundé. Adama Aïdara Kanté du groupe E-Media, Besbi le jour. Ce prix récompense les meilleures productions des journalistes spécialisés en culture en Afrique. Sa participation est faite grâce à un poste d'une amie. C'était un appel à candidature parce qu'on a un réseau de journalistes culturels ici au Sénégal, APCS, et Maouri Choubou. Elle était la présidente du jury, c'est elle qui avait mis ça dans le groupe. Et tout le temps, elle disait aux gens, il faut postuler, il faut postuler. Donc après, moi c'est au dernier moment que j'ai dit, bon, comme elle insiste, on va postuler. Après j'ai postulé, Dieu a fait qu'on a retenu ma candidature parce qu'ils ont dit qu'au début on était 200, ils ont filtré. Après on était 100, 150. Après, dernier filtrage, la dernière liste a été 35 journalistes dans toutes les catégories et aussi dans beaucoup de pays. Des prix décernés aussi en télévision et en radio. En presse écrite, les candidats étaient au nombre de 9 pour la finale. La journaliste du groupe E-Media sur la plus haute marche du podium. Ce trophée, Adama Aïdara Kanté le prend comme une motivation. C'est une satisfaction, c'est un travail, je me dis que c'est un travail de longue haleine qui a été payé, mais aussi c'est une source de motivation pour moi, et aussi parce que c'est une source de motivation pour moi d'aller de l'avant, qui repose sur mes frêles épaules, parce que quand on te dit que vous êtes la meilleure journaliste en presse écrite dans votre catégorie, et vous êtes championne d'Afrique, forcément, tu es content à la base, mais après tu te dis waouh. Pourquoi moi? C'est vrai que c'est un travail qui a été récompensé, mais ce n'est pas une mince affaire. Tu vas te poser des questions, tu vas encore aller de l'avant. C'est une source de motivation, mais c'est encore une pression pour que tu ailles de l'avant. Parce que quand on te dit championne d'Afrique, ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est une satisfaction, mais c'est aussi une source de motivation pour moi pour aller de l'avant. Un concours international regroupant des journalistes camerounais, tunisiens, ivoiriens, congolais et sénégalais. La journaliste s'illustre grâce à sa passion de la culture qu'elle porte en bandoulière depuis son enfance. Bon, moi j'adore la culture parce que je me dis que j'ai pratiqué, parce que depuis toute petite, je faisais des théâtres populaires à l'école primaire. Arrivé au lycée aussi, je faisais des théâtres, je faisais des poésies. Même arrivé à l'université avec Moustapha Diakhaté, je faisais du théâtre populaire. J'ai joué à maintes reprises à Issania, même à Sorano. Il y avait la journée mondiale du théâtre. C'était un 27 mars, je pense, si je ne m'abuse. On avait joué une pièce en tant qu'étudiant à Sorano. Donc moi je me dis que Adama et la culture, c'est un amour de longue date. Donc je peux dire que la culture c'est dans mon ADN. Moi je vis la culture, je respire culture, je vis culture, je pense même culture. Donc la culture, on ne peut pas dissocier Adama et la culture. Des fois il y a Amat, notre lettre en chef, qui m'attaque en me disant Ada Tiosan. Donc ça répond à mon nom. Oui. Moi j'adore la culture, vraiment. Parce que la culture c'est l'essence, c'est tout quoi. Oui. C'est tout. Une passion qu'elle impose dans les rédactions après ses études en journalisme. Entre Walf Quotidien, Le Populaire, Vox Pop et le quotidien Besbi le jour, Adama Aïdara Kanté ne s'occupe que de la page culture. Encouragée par son mentor, qu'elle dédie ce trophée. En premier lieu, quand on a dit mon nom, automatiquement j'ai pensé à Fondaté. Je ne sais pas pourquoi. Automatiquement à Fondaté Diobois, qui était l'ancien président de l'APCS. Automatiquement, son image est venue dans ma tête. Je me suis remémorée, je me souviens de ce qu'il me disait. Adama Batou, moi je te vois, tu es passionné. Un jour, tu verras, la culture va te payer. Tu vas aller beaucoup, tu vas réussir dans ce milieu. Moi j'ai confiance en toi. Automatiquement, quand ils ont dit le premier prix presse écrite a été remporté par Adama du Sénégal, automatiquement, j'avais une photo de Ndaté en mes yeux. Je lui dis, vraiment, voilà. C'est pourquoi ce prix, je le dédie à Fondaté, qui m'a beaucoup épaulé, m'a beaucoup soutenu. Et là, parce que la culture, ce n'est pas une mince affaire, c'est un peu compliqué. Et Ndaté m'a beaucoup épaulé. Donc du coup, ce prix-là, moi, je le dédie à Fondaté Diop, mon frère, vraiment. Parce que, ouais.
yàlla mooy jox jàmbi mooy xañ jàmbi mooy borom sañ-sañ bee buur yàlla yaa moom. Son article primé est un portrait de la danseuse Germaine Acogny, parfaitement dans le thème de cette 4e édition, l'Afrique culturelle dans le monde. La journaliste du groupe E-Media est désormais sur le toit de l'Afrique. La culture est au début et à la fin de tout développement, disait le président poète Léopold Sédar Senghor. Félicitations à Adama Aïdara Kanté de Bës Bi Le Jour. C'est la fin du journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.